Très bien, bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je vais me lever parce que j'ai un premier slide à partager avec vous. Donc, il me semble important de démarrer par une vision. Cette vision, c'est une vision qui est tirée de la nature. Donc, on a travaillé sur le caméléon. Ce qu'on veut simplement dire, c'est que pour nous, la pédagogie, c'est une histoire de diversité. Et en fait, ce qu'on incarne avec le caméléon, c'est que chaque couleur du caméléon, ça peut être une approche pédagogique. Dans cette diversité, il n'y a pas de discours manichéen en disant l'un fait mieux que l'autre ou l'un va remplacer l'autre. On veut juste dire que l'apprentissage, c'est une histoire de richesse. Ça dépend beaucoup des envies de chacun. Et la vision nous dit une simple chose, c'est que plus on a un écosystème d'apprentissage vaste, c'est-à-dire un beau caméléon avec plein de couleurs, selon nous, mieux on peut adresser potentiellement tous les appétits, toutes les envies, toutes les appétences de learning de nos clients. L'autre point intéressant, vous voyez les modalités, c'est que si une couleur s'éteint, c'est pas grave, il peut y avoir une autre couleur qui s'allume. Donc si vous regardez un petit peu le principe du caméléon, c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il est durable dans la mesure où on n'est pas connecté à une seule modalité. On est vraiment un écosystème ouvert, curieux de toute nouveauté. Regardez la richesse du salon. Et ce qu'on cherche, c'est une expérience d'apprentissage la plus enrichissante possible. Et puis on va voir ce matin, enfin en ce moment même, un principe important, c'est que cet écosystème, pour lui donner vie, on va pouvoir développer ce qu'on appelle désormais chez nous des voyages d'apprentissage. Et on va vous montrer comment on s'y est pris. Merci Jean-Roch. Je vais me lever aussi. Hein. Si tu le fais. Tu verras pas le slide. Un point intéressant, si on reprend les 4 mots-clés que Jean-Roch a pris, diversité, richesse, écosystème et expérience d'apprentissage, c'est de se dire que finalement, et c'est tout le paradigme de l'expérience d'apprentissage dans la plateforme et l'insuffisance de la plateforme en elle-même, d'où le titre de la conférence dans laquelle on est, c'est que vous pouvez très très bien créer un écosystème, c'est-à-dire des capacités, des outils technologiques, des contenus. Vous pouvez avoir une équipe dédiée qui va s'occuper d'animer cette plateforme, qui va s'occuper d'agencer des contenus. Vous pouvez avoir des budgets dédiés à ça. Vous pouvez même avoir des résultats, de très très bons résultats. Vous pouvez avoir des KPI de folie et même un ROI absolument imbattable quand il s'agit de mesurer et de le comparer le coût horaire de la formation. Et pourtant, vous pouvez avoir tout ça et ne pas avoir l'écosystème dont Jean-Roch parle. Exemple. Alors je vais vous ramener 7 ans avant, en 2012. En 2012, quand nous avons commencé avec Jean-Roch, on avait mis en place tout ça. Donc, il y avait une équipe, à Thales Université, il y avait des budgets, il y avait beaucoup de générosité, beaucoup d'envie. Et puis vous pouvez voir qu'on était sur le point d'aller chercher 45 000 apprenants, alors sur une base de 70 000 salariés collaborateurs chez Thales, c'était déjà beaucoup. Puis quand vous regardez le nombre d'heures, on se disait mais c'est pas possible. On va probablement réussir à s'approcher de la barre des 80 000 heures dans l'année. Et mieux encore, quand vous tapiez dans Google, et je vous assure qu'on n'a pas donné 1 euro à Google, quand vous tapiez dans Google Thales Université, le portail de l'université était la 2e occurrence. Et on croyait que ça cartonnait. Et nous on s'est dit, c'est bon, on a compris, on a la recette magique, on sait comment faire fonctionner le digital learning dans les grandes organisations. On a juste oublié un truc. C'est que cette performance, elle était assise sur des formations obligatoires, sur des formations très fortement recommandées, compliance, éthique, ou des processus métiers qui étaient obligatoires, et qu'en réalité, elles ne reposaient pas sur l'écosystème que Jean-Roch vient de décrire. Et qu'au fond, le réveil a été un peu douloureux l'année qui a suivi les chiffres que je vous ai montrés, parce qu'on s'est dit, le projet, qui est un projet digital, ne repose pas sur les ingrédients digitaux qu'on va faire. Ce projet, c'est avant tout un projet humain. Et que sans l'humain, on ne crée pas l'écosystème. Voilà, donc juste pour partager avec vous, quelques années plus tard, je dirais les étapes par lesquelles on est passé, c'est assez intéressant de voir ce que disait Olivier, c'est qu'on n'a pas tout de suite réalisé que le digital, c'est d'abord une histoire de changement, de conduite du changement. Et pour Thales, je pense qu'on a eu 3 époques. Une première que beaucoup d'entre nous connaissent, où finalement, on s'est contenté, et c'est la période qu'Olivier a commenté, de façon, je dirais, obligatoire,
d'ajouter des contenus digitaux sur des formations préexistantes. En ce sens, sur ce premier paradigme, qu'on a appelé le paradigme du plugin, on a réalisé finalement qu'on n'avait pas formé grand monde, parce qu'en réalité, les programmes de formation existaient déjà, et on se contentait de leur ajouter des contenus numériques. Donc d'un point de vue des concepteurs pédagogiques, il ne s'était malheureusement pas passé grand-chose en matière de compétences. Et on est resté comme ça, donc un certain nombre d'années, jusqu'en 2014, qui est l'année de ce qu'on a appelé l'embarquement en Digital Learning International, qui a consisté, je dirais, à booster le numérique en le considérant comme un projet de changement auprès des équipes Learning and Development de Thales, françaises et internationales. Et donc, à partir de là, l'idée était de passer d'une vision de greffon, de plugin, à une vision de, première vision de parcours multimodal. Donc, à partir de 2014, mais toujours à l'intérieur du LMS, vraiment limité, je dirais, par le LMS lui-même, on s'est essayé, vous l'avez sûrement fait aussi, à développer des parcours multimodaux. Le problème qu'on a eu, c'est que je dirais que le LMS, finalement, n'attirait toujours pas vraiment, parce que les parcours étaient considérés comme statiques, dans la mesure où il n'y avait pas vraiment d'animation sociale dans nos parcours. On ne possédait pas encore cette brique-là dans l'écosystème. Et globalement, toute l'intelligence, en particulier des convocations, des discussions sociales, malheureusement, n'était pas gérée par la plateforme. Donc c'est une époque qui a été importante puisqu'elle a commencé à permettre de redynamiser le numérique et enfin à développer de vraies compétences chez nos collaborateurs, mais elle restait foncièrement insuffisante. Depuis peu, depuis début 2018, on est passé par un troisième paradigme qui, là, chez nous, a démultiplié les possibilités. C'est la possibilité de faire des parcours multimodaux dans lesquels, cette fois, vous pouvez mettre en musique toutes les modalités, ou presque, de l'écosystème d'apprentissage qu'on a vu au travers du caméléon. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a développé une nouvelle vision. On parle chez nous désormais d'architecte de voyage d'apprentissage, parce que l'idée du voyage, c'est d'emprunter des géographies, des temporalités différentes, tout ça dans ce qu'on appelle désormais une porteuse de sens, c'est-à-dire un contenant dans lequel finalement nos concepteurs vont enfin pouvoir faire ce qu'ils veulent, incluant la brique sociale de l'apprentissage qui ramène des milliers de personnes et des milliers d'heures sur nos voyages, puisque maintenant on peut discuter, échanger et finalement sans limite mobiliser l'ensemble des, ce qu'on appelle chez nous des modalités ou learning objects, au choix en fonction de nos ambitions pédagogiques, dans nos voyages d'apprentissage. Donc pour nous, il y a une rupture depuis début 2018 qui est intéressante parce qu'on a vu, et ça c'est vraiment très sincère, on ne s'en est pas rendu compte tout de suite, on a vu les compétences de nos forces LND muter, enfin, 4 ans après le lancement de l'embarquement. La plupart de nos forces, maintenant, conçoivent en multimodal, c'est-à-dire que le digital n'est pas un à côté, il est dans la conception, il n'est qu'une partie parmi d'autres, ce n'est pas une fin en soi. Et on est maintenant vraiment devenu ce qu'on appelle des architectes de voyage d'apprentissage, qui est pour nous extrêmement important d'un point de vue compétences. Bien oui. Le point ici, effectivement, quand on parle de pédagogie, on le voit bien, c'est de trouver à l'intérieur des organisations, des grandes organisations, enfin vos organisations, suffisamment de gens capables de concevoir, capables de construire pour pouvoir engager. Ici, chacun sent intuitivement que vous ne créez pas de l'engagement en cherchant à faire venir les gens, faire venir les collaborateurs sur des plateformes. Personne ne souhaite venir sur une plateforme. On n'est pas engagé à aller sur une plateforme. L'apprenant, il en a à peu près rien à faire de la plateforme. Il ne sait même pas quel est le nom de la plateforme, où elle est hébergée. Il vient vivre une expérience qu'on lui propose. Et c'est tout le sens du Blended X. Je me rappelle quand même il y a 4 ans, quand chez Cross Knowledge, on réfléchissait à définir, construire quelque chose qui permettait à tous les concepteurs pédagogiques de construire leur propre voyage d'apprentissage, on était très tiraillés parce que le marché nous disait, en fait, cette vision est un peu dépassée. Ce qui demain va prendre le pas, c'est ce qu'on appelle le self-driven learning. Il faut créer donc des écosystèmes dans lesquels les gens vont pouvoir, à condition qu'on crée les conditions, venir se former par eux-mêmes sur les sujets qui les intéressent. Et c'est à peu près. Alors je dis pas que c'est pas important parce que le self-driven learning est clé et qu'aujourd'hui la plupart de nos collaborateurs attendent ça, attendent de pouvoir disposer de ces ressources qu'on leur offre dans des écosystèmes très savants. Mais la pédagogie c'est autre chose. La pédagogie c'est autre chose. La pédagogie c'est de l'effort, c'est du temps. Ça part d'un point A, ça vient à un point B. Ça demande de la collaboration,
ça demande de la confrontation, ça demande de la mise en situation, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains. Et c'est en ça que le BlendedX a permis d'aider à l'industrialisation de ces voyages d'apprentissage chez Thales, dès lors que vous créez un format dans lequel vous pouvez ajouter autant d'activités pédagogiques que possible, très humaines d'ailleurs, du coaching, du tutorat, de l'observation in situ, du feedback à 360, demain de la réalité virtuelle, bref, tout ce que la pédagogie nous permet de faire et que la R&D peut suivre, peut précéder. Et à partir de ça, vous allez voir les résultats que ça donne chez Thales dans quelques années. Voilà, ça c'est une petite... Attends, il y avait juste l'image sur le cinéma muet. Pour nous, ce troisième paradigme, clairement, a transformé, je pense, l'image qu'on pouvait donner à nos apprenants. Alors on utilise un peu cette image-là du passage du cinéma muet au cinéma parlant, mais sincèrement, la capacité à sociabiliser le voyage nous a vraiment emmené pour nous sur un réel paradigme qui permet vraiment une appétence et une adhérence beaucoup plus grande que quand on était sur le second, vous vous souvenez, sur le multimodal statique. Donc pour nous, c'est une vraie révolution. D'un point de vue compétitif, parce que vous savez que les solutions arrivent de partout, ça nous a remis en tête, c'est-à-dire que c'est très important pour nous, pour une université, face à une forme, et tant mieux d'ailleurs, d'ubérisation du territoire de la formation, ça nous a clairement remis en tête, en nous permettant d'ailleurs de faire nous-mêmes nos propres MOOC, pour citer que ce cas-là. Donc c'est très important également d'un point de vue compétitif. Donc où en sommes-nous, je dirais, depuis un an, sur la partie dernier paradigme, donc lancé début 2018. Ce qui est intéressant, c'est que la méthode, le troisième paradigme, n'est pas uniquement, je dirais, un essai de galop. On l'a vraiment industrialisé, c'est-à-dire que maintenant, toutes nos conceptions sont faites à partir d'un processus pédagogique qu'on a mis en place et qui est lui-même appuyé par du design thinking. On fait des hackathons en design thinking appliqué à la formation pour concevoir les voyages d'apprentissage. Et on a donc ce qu'on appelle cette techno, nous on préfère le terme porteuse de sens pour s'émanciper de la techno. Et on a donc la porteuse de sens qui devient un peu le contenant de l'ensemble de nos voyages. Donc il y en a actuellement 17. Il y en aura certainement une trentaine, une quarantaine à la fin de l'année. Toute la flotte de formation va passer maintenant en multimodal BlendedX. En plus, la force de pouvoir faire ça, c'est qu'on peut décider par exemple d'avoir des parcours 100% en ligne, ouverts à tout le monde, avec des modalités du caméléon accessibles en permanence, comme on peut faire des parcours multimodaux avec le présentiel dedans, réservés à des cohortes de collègues bien précises. Donc il y a une richesse en termes de configuration qui permet d'aller très très loin. Donc actuellement, on a à peu près 44% de taux de complétion moyen, ce qui à mon avis est pas mal pour un début, avec un score récemment sur un BlendedX de finance à 98%. Ce qui est intéressant, c'est que derrière tout ça, il y a du changement. Ce que disait Olivier au départ, c'est vraiment une histoire en fait de changement. Ça a permis la mise en musique et l'animation de notre vision d'écosystème d'apprentissage, donc du caméléon. Et comme je vous le disais, ça nous a repositionné en termes de compétition, tant interne qu'externe, sur ce qu'on peut proposer à nos clients, je pense à nos entités métiers, en termes de dispositifs à valeur ajoutée. Enfin, c'est pas prouvé, mais on a ce sentiment qu'on arrive à concevoir beaucoup plus vite qu'avant, puisque vous avez un contenant avec un certain nombre d'activités prédéfinies. Et donc, globalement, entre guillemets, ça a beaucoup amélioré le time to market, qui est un sujet sur lequel les universités d'entreprise sont extrêmement challengées pour, je dirais, une agilité, une flexibilité plus grande par rapport à un business qui se complexifie et qui anticipe moins qu'avant les demandes. Enfin, le plus important pour moi, c'est l'employabilité. C'est-à-dire que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes. Et on s'est rendu compte que les compétences sont en train de changer. J'en ai cité une avec le design thinking. Donc toutes nos équipes sont formées au design thinking pour développer leur voyage d'apprentissage. Et vous voyez par exemple pour un voyage d'apprentissage pour la partie sociale, vous avez maintenant des formations en community management, donc en fait l'art d'animer une communauté d'apprentissage, qui en fait est un peu vous savez, le backbone du voyage. Si vous voulez justement que les collègues restent à bord. Donc vous voyez arriver de nouveaux métiers. On vient de rentrer la classe virtuelle pour les séquences distantes synchrones dans les BlendedX et on rentre même des murs klaxon asynchrones pour que les gens s'expriment pendant les voyages. Donc vous avez désormais tout un panel de compétences qui sont en train d'arriver et là on voit vraiment les gens muter, ce qui pour moi va dans le sens du développement de l'employabilité.
Merci beaucoup, c'est super intéressant. Donc nous allons passer aux questions dans la salle. Allez-y, ils sont là, ils sont chauds. Ils digèrent. Moi j'en ai une. Tu viens de parler, Jean-Roch, des compétences. Oui. Hein, donc c'est intéressant parce que vous êtes une grosse, historiquement une ancienne université d'entreprise, avec un siège, avec des moyens. Est-ce que tu peux nous résumer finalement la grande évolution, les grands changements justement qu'il y a eu en termes d'organisation de l'entreprise, de compétences même des formateurs? Tu vas nous parler des formations en design thinking et en community management. Voilà. Et également comment ça diffuse dans le groupe. En fait, je dirais qu'il y a eu un mouvement vers la mise en exergue et la valorisation des compétences, quels que soient les métiers et les familles professionnelles. Ce qui pour moi va très bien avec le nouveau projet de loi, la loi de la formation, dont le mot compétence est un maître mot. Et en fait, que ce soit pour la partie formation ou pour les métiers, il y a eu un vrai point d'inflexion dans la reconnaissance des compétences des familles professionnelles. On a de plus en plus de parcours certifiants, que ce soit en conduite de projet, en industrie, en formation, qui travaillent à mettre en place des socles de compétences sur lesquels ensuite on va travailler pour le développement de nos collègues, de nos salariés. Donc il y a vraiment l'idée d'aller vers des parcours de plus en plus certifiants, qui d'ailleurs sont intéressants parce qu'ils complètent vraiment ce qu'on appelle la diplomation en école. Aller passer un diplôme, on n'y retourne pas tous les matins. Par contre, cultiver son employabilité, on peut le faire par des circuits certifiants plus facilement. Et une question qui me brûle les lèvres, est-ce que vous avez toujours un catalogue ? Alors on a toujours un catalogue, on a en fait un catalogue pluriel, c'est-à-dire que vous pouvez avoir donc, des parcours totalement ouverts à tout le monde, comme vous pouvez avoir des parcours réservés. On revient vraiment à l'idée du caméléon, c'est-à-dire que on ne cherche pas à opposer une modalité à une autre, on cherche plutôt à avoir l'écosystème le plus riche. Vous avez des gens qui ont besoin de guidance, le catalogue n'est pas antinomique d'une approche libre. Nous, on considère que plus on a de modalités dans l'écosystème, donc plus de couleurs dans le caméléon, mieux on répond potentiellement aux appétits, et chacun apprend différemment. Hein. Donc il n'est pas question d'aller faire que du push ou que du pull. Le caméléon nous dit l'inverse. Quel est aujourd'hui dans les bilans formation et développement des compétences dans le groupe la part de la formation sur le poste de travail, on the job? Alors nous, on la mesure, la part de travail sur le job ou d'apprentissage sur le job, on l'a transcrit dans un modèle qu'on appelle le 70-20-10. Donc en gros, c'est un modèle mais qui va insister sur le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent et s'apprennent sur le lieu de travail, 70%, 20% avec les autres et 10% par une voie structurée. Donc ce qu'on essaye de faire dans les voyages, ça j'ai oublié de le dire, c'est qu'on fait du 70-20-10, par exemple dans tous les voyages certifiants, par exemple chez les acheteurs, les projets sont obligatoires. Donc on peut calculer sur un voyage la part de 70, la part de 20 et la part de 10. Et l'idée, c'est de développer fondamentalement, beaucoup plus qu'avant, le 70 dans l'idée que c'est par la démonstration sur le terrain qu'on peut démontrer une compétence. Hein. Je rappelle qu'une compétence, c'est la mise en action d'un savoir, d'une connaissance. Et ou encore, clairement, le 20 pour le pilier social, puisqu'en tant qu'université d'entreprise, on a la mission de connecter les hommes et les femmes du groupe et surtout de développer l'ADN groupe. Donc le 20 est quelque chose qui se développe très bien chez Thales, avec ce qu'on appelle le Thales enseigne Thales. Donc aujourd'hui, on est sur ce modèle-là, et l'idée, c'est d'avoir un équilibre des modalités dans les voyages. Alors une question que je dois poser quasiment à tous les gens qui viennent témoigner ici, et aussi aujourd'hui, il n'y a eu plus votre LMS, votre plateforme. Qu'est-ce que ça changerait? C'est pas tant le LMS que la porteuse de sens qui nous manquerait. Parce qu'on parlait d'émancipation de la plateforme. Quand l'apprenant rentre dans un voyage, pas besoin de savoir qu'il y a un LMS derrière, on s'en fout. Par contre, si la porteuse disparaît, ça pourrait mettre en péril tous les designs qu'on a en ce moment. Donc moi, je parlerais plutôt de fonction, mais sans qu'on présage de la plateforme qui est derrière. Ça n'intéressera pas l'apprenant. La plateforme n'est qu'un moyen, c'est pas un but. Très bien. Tu peux réexpliquer ce concept de porteuse de sens, parce que c'est la première fois que je l'entends, et je pense que tu pourrais nous... C'est par rapport au caméléon, la capacité à mettre en musique un sous-ensemble de modalités pédagogiques en fonction d'une ambition. Donc simplement, vous allumez les couleurs qui correspondent à un voyage. Par exemple, sur un parcours certifiant, vous allez sûrement appuyer les modalités on the job, dans la mesure où la démonstration de la compétence passe par la voie terrain. Sur d'autres voyages, par exemple, on vient de lancer l'industrie 4.0, ouvert aux 64 000 salariés. On est moins sur le on the job et plutôt sur une intention pédagogique de sensibilisation. Donc on est plutôt dans un 10 classique. On a des communautés, donc on a du 20, mais il y a moins de 70. Donc finalement, la porteuse de sens, c'est le contenant.
qui mobilise les couleurs à bon escient en fonction d'une ambition. On est complètement libre. Vous avez parlé de Learning Ecosystem. Où sont les données résultant des voyages dans votre Learning Ecosystem? Dans chaque voyage, en fait, on a des outils de pilotage. Par exemple, vous avez vu le taux de réalisation, mais on a d'autres types d'outils. Donc globalement, quand on lance un voyage, le concepteur et le facilitateur vont pouvoir piloter bout en bout le voyage et même en faire le bilan. Donc globalement, les données sont derrière dans le LMS, mais elles n'intéressent, je dirais, que le concepteur. Pour l'apprenant, point besoin de LMS. Donc il faut bien distinguer l'atelier base arrière qui sert à nos concepteurs à la fois pour concevoir et piloter, de ce que l'apprenant va vivre dans le voyage qu'on lui propose. Donc les données, en effet, sont derrière et elles sont dans le LMS. Et rien n'interdit de mettre à la disposition de l'apprenant un certain nombre d'informations ou de les lui rappeler, telles que le degré d'avancement qui est le sien dans le parcours qui lui est proposé, le comparer à celui des confrères, des collègues qui sont embarqués dans le même voyage que lui, par exemple, ou de lui gratifier d'un certain nombre de scores et de notifications au fur et à mesure qu'il avance. Parce qu'il y a une dimension sociale très très importante dans le learning. Quand on se rappelle, si chacun d'entre nous se rappelle une dernière belle expérience d'apprentissage vécue en formation, c'est un moment où généralement on est ensemble, et a priori c'est assez incompatible avec l'environnement digital. C'est un moment au cours duquel on a la possibilité d'exprimer des attentes, on a la possibilité de se mettre en situation, de recueillir des observations sur ces mises en situation, de mesurer sa progression, de ressortir avec un certain nombre d'acquis, des connaissances, avant que cela se transforme en compétences, mobilisation des connaissances dans un environnement observable. Et tout ça, on arrive assez bien à le digitaliser, alors avec des modalités qui sont différentes de celles que l'on connaît traditionnellement dans l'environnement de la salle de classe, de la salle de cours ou de la salle physique, mais qui permet quand même de remonter un certain nombre de data qui sont en réalité beaucoup de moyens d'engagement de l'apprenant dans ses voyages, dans ses dispositifs. Donc il n'y a pas que le pilotage. Il n'y a pas que le pilotage, nombre d'heures par apprenant, voilà. Il y a quand même le souci très 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 important, mais qu'à n'importe quel formateur, qu'à n'importe quel pédagogue, de soutenir la tension dans toute la durée de l'apprentissage. Et donc d'où la formation sur l'art d'animer une communauté d'apprentissage qui est vraiment derrière, pour s'assurer qu'il y a un travail de facilitation qui soit synchrone ou asynchrone sur la durée du voyage. On fait maintenant des voyages qui peuvent durer plusieurs mois, c'est ça qui est intéressant aussi. On peut les laisser ouverts, par exemple, ces voyages. Il y a des gens qui reviennent, même après la phase dite de facilitation, chercher des renseignements plus tard. Donc on peut les laisser ouverts. Ça, c'est très très intéressant d'un point de vue apprentissage. Donc c'est vraiment très ouvert. C'est un système pluriel, multimodal, qui incarne bien pour moi le caméléon. Question? Alors, toujours une question, mais c'est très personnel parce que on n'en a pas parlé dans la matinée. Elle est un peu techno. Quelle est l'importance du format vidéo ou l'évolution dans vos contenus de l'usage de la vidéo? Parce que dans Blendix, j'entends un petit peu TEDx là, donc si tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment aujourd'hui vous l'exploitez. La vidéo a été il y a encore quelques temps un peu terrain de chasse gardé de la communication. Chez nous, ce terrain, c'est littéralement aplani. Maintenant, on a des règles communes. Et je dirais qu'en ce moment, elle est très très développée dans la mesure où pour faire plus vite sur le time to market, on a aussi créé les bases arrières de production de contenu. On va beaucoup plus vite. Donc on a des studios vidéo lourds ou légers dans lesquels on va produire nos vidéos. Ce qui est derrière, c'est pas uniquement tant le média vidéo qui a aussi des limites. C'est un média certes interactif, mais qui a des limites pédagogiques. C'est qu'on a remarqué que plus les voyages parlent le langage de l'entreprise, plus les gens montent à bord. Donc ça c'est intéressant parce que vous considérez la compétition de tous les systèmes. Si un collègue trouve une information dans TEDx, il ne viendra pas chez nous et c'est normal. Donc pour faire face à ce qu'on appelle chez nous l'ubiquité des dispositifs et des savoirs, on a remarqué que plus on met du Thales dans nos contenus, par nous-mêmes, avec nos sponsors, nos experts, plus les collègues viennent. Donc on a par exemple un nouvel indicateur qui mesure le nombre de contenus produits Thales ramenés à l'ensemble des contenus qu'on a en centrale. Ce chiffre augmente considérablement. Il est aujourd'hui à peu près à 12-13%. Il va augmenter considérablement. Donc il y a une forme aussi d'autonomisation sur la capacité à produire nous-mêmes pour alimenter les voyages, dont les vidéos, mais pas seulement les vidéos. Merci.
Olivier, un dernier commentaire? Un mot, peut-être une observation. Vous savez, vous avez remarqué, on a beaucoup le mot pédagogie à la bouche. Et c'est vrai qu'on est quand même, partage ça très très fort avec Jean-Roch et pas qu'avec Jean-Roch, l'obsession de la pédagogie dans les systèmes digitaux. L'obsession de son efficacité, de son attractivité, de sa capacité à engager et à produire du résultat, à avoir un impact. Et on utilise souvent une analogie. La plateforme, c'est un peu comme le lycée. La plateforme, c'est un lycée. C'est un endroit par lequel on passe pour vivre le lycée ou le collège. C'est un établissement par lequel on passe pour acquérir un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, se transformer. Et au fond, le lycée, il importe peu dans la démarche. Les grands lycées sont des lycées dans lesquels vous avez de bons profs, des belles capacités. Alors il faut des salles de classe, donc il faut des fonctionnalités. Il faut des espaces réservés aux professeurs, des espaces réservés aux élèves. Il faut des salles de cours confortables, le bon équipement, une infirmerie, une bonne cantine, la clim s'il fait chaud, l'inverse s'il fait froid. Mais au fond, ce n'est pas ça qui fait l'expérience. Ce qui fait l'expérience, c'est le prof que vous avez vu, c'est ce que vous avez retenu, c'est comment vous avez socialisé, c'est qu'est-ce qui vous est resté de ça. Et c'est la raison pour laquelle learning, ça reste du learning, au fond. Et le cœur du sujet, c'est la capacité que vous avez à construire et à déployer de la pédagogie qui va éclater les gens à qui vous la destinez. Merci.